Avril 1769, 22 000 soldats du roi Louis XV débarquent en Corse. Le souverain français n'a qu'une seule idée en tête, asseoir ses droits sur l'île. Des droits acquis sur la cité de Gênes un an plus tôt, suite à un traité qui en principe transfère provisoirement la suzeraineté de la Corse, la République de Gênes, à la France. Sauf que cette suzeraineté, Gênes n'en dispose plus depuis maintenant une petite quinzaine d'années, et ce sur une grande partie de l'île. Et pour cause, un certain Pasquale Paoli, en langue corse, est à la tête d'une jeune république qui, après s'être opposée aux Génois, n'entend pas disparaître avec l'arrivée des Français. Pasquale Paoli, un mythe de nos jours sur l'île de Beauté, surnommé le père de la patrie, et qui pourtant est un quasi-inconnu en France. Qu'était-il vraiment, et quelle a été son œuvre? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir, ou redécouvrir ensemble. Pasquale Paoli naît le 5 avril 1725 dans un village du nom de Morosaglia, plus exactement dans le petit hameau de la Stretta, qui compte environ 70 âmes à l'époque. Pasquale n'est pourtant que son troisième prénom, celui-ci ayant été choisi par ses parents du fait que sa naissance coïncidait juste avant Pâques. En ce temps-là, la Corse est encore une possession de la République de Gênes, et ce depuis le XIVe siècle. Ancienne grande puissance commerciale, la cité génoise connaît cependant depuis 1746 un sérieux déclin, notamment avec la faillite de la Banque de Saint-Georges. Or, Paoli grandit dans une Corse qui se verrait bien s'affranchir de cette domination génoise, de plus en plus oppressante. Les opposants sont donc nombreux, et ils sentent bien que c'est le moment ou jamais pour tenter quelque chose. Parmi eux, le propre père de Pasquale, Yassine Paoli, un simple fils de meunier, qui avec d'autres a participé activement dès 1729 à une rébellion qui a conduit à la fondation du royaume indépendant de Corse et à l'élection d'un certain Théodore de Neuhoff, baron westphalien au titre de roi des Corses. La dernière vidéo de la chaîne traitait justement de ce dernier et je ne peux que vous inciter à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran afin d'en connaître davantage sur le personnage. Un personnage, je disais donc, qui se retrouve à la tête d'un royaume éphémère, puisque Théodore Ier disparaît aussi rapidement qu'il était apparu, suite à la victoire des troupes françaises venues remettre de l'ordre dans l'île pour le comte de Gênes. Conséquence, de nombreux opposants fuient la Corse, à commencer par Yassine Paoli, qui doit prendre le chemin de l'exil, direction Naples. Avec lui, il emmène son plus jeune fils, Pasquale, qui n'a alors que 14 ans. Le dernier va y recevoir une formation militaire au sein de l'Académie royale d'artillerie et suivre l'enseignement d'un certain Antonio Genovesi, un philosophe et économiste napolitain dont la pensée humaniste va le marquer profondément. Au même moment, il rentre en relation avec le milieu de la franc-maçonnerie et dévore les ouvrages des penseurs du XVIIIe siècle, à l'instar de Montesquieu. En 1755, fort de cette expérience et de cet enseignement acquis, il s'apprête ainsi à effectuer son retour en Corse. En cela, il ne fait que répondre à l'appel des principaux chefs corses révoltés, une nouvelle fois contre Gênes, et qui s'apprêtent le 20 avril 1755 à se réunir lors d'une consulte. Contre l'avis de son père, il se rend néanmoins à cette assemblée chargée de nommer le grand représentant qui guidera le pays dans sa lutte contre les Génois. Et ce guide, ce sera Paoli, puisque c'est bien lui qui sera finalement désigné. Âgé de 30 ans, il devient donc général en chef de la nation corse. Ce succès lors de cette élection peut paraître surprenant, surtout pour un si jeune homme. Cependant, Paoli possède déjà en lui une grande facilité à séduire son entourage, du fait de son intelligence et de son charisme. C'est sans doute grâce à tous ces talents conjugués qu'il va se maintenir à la tête de ce petit État indépendant de 1755 à 1769, créant tour à tour une monnaie, une université à Corté qui devient la capitale, une imprimerie nationale, mais aussi une armée, une marine, par-dessus tout un drapeau, la fameuse tête de mort, qui datait cependant déjà du XIVe siècle. Une constitution va voir le jour dès 1755, qui sera par la suite remaniée à plusieurs reprises. Il s'agit ni plus ni moins de la première constitution démocratique à affirmer la souveraineté du peuple et à séparer les trois pouvoirs, exécutif, judiciaire, législatif. Elle donne de plus le droit de vote à tous les citoyens de plus de 25 ans, y compris les femmes, chefs de famille. À l'époque, les philosophes des Lumières tels que Voltaire ou Rousseau sont subjugués par ces réformes inédites, qui fait dire à ce dernier qu'il a le pressentiment qu'un jour cette petite île étonnera le monde. Seul ombre au tableau, Paoli peine à faire reconnaître son gouvernement sur la scène européenne.
Si celui-ci existe bel et bien sur place, aux yeux des grands d'Europe, la Corse reste officiellement un territoire de Gênes. C'est pour cette raison que la République génoise peut se permettre de donner en garantie la Corse à la France, qui trouve là une bonne opportunité politique pour s'implanter et se positionner en Méditerranée. La résistance des Corses face à la meilleure armée d'Europe s'avère dès le départ des plus inégales. Pourtant, cela n'empêche pas les forces paolistes de remporter la victoire de Borgo le 5 octobre 1768, une cuisante défaite qui voit le corps français de 3700 hommes battre en retraite devant les 4000 soldats de Paoli. C'est malheureusement qu'un répit de courte durée. L'armée de Louis XV, renforcée par près de 20 000 hommes, finit par anéantir les espoirs des Corses. Ils sont définitivement battus à Ponteno le 9 mai 1769, pris entre deux feux sur le pont qui enjambe le fleuve du Golo. À la suite de cette débâcle, Pascal Paoli n'a d'autre choix que de prendre le chemin de l'exil, comme l'avait fait son père quelques années plus tôt. Le 13 juin 1769, il rejoint donc Porto Vecchio, où il embarque sur un navire battant pavillon britannique. Pour lui, c'est un véritable déchirement, car à cet instant, il ne sait pas encore s'il reverra un jour l'île qu'il a vu naître. Dans son malheur, il peut néanmoins compter sur le soutien inconditionnel qu'il reçoit tout au long du trajet qui le conduit vers l'Angleterre, sa terre d'exil. Ainsi, du port de Livourne en Italie, où il débarque, en passant par Florence ou Vienne, Paoli fait l'unanimité, au point de devenir une sorte de célébrité dans toute l'Europe. Il va faire ainsi la connaissance de personnalités qui comptent, à l'instar d'un Goethe, il parvient à rallier à sa cause. Terminant ainsi son périple à Londres, en septembre 1769, il rencontre le roi d'Angleterre George III, qui lui alloue une généreuse pension, une rente qui lui permet de subvenir à ses besoins et de mener une vie mondaine, entretenant des relations avec des représentants éminents de la cour royale. Également, il se tient constamment au courant des événements qui se déroulent en Corse, mais aussi dans la lointaine colonie anglaise d'Amérique. Là-bas, les insurgents, comme on les appelle, tentent désespérément d'arracher leur indépendance face à une monarchie britannique qui les opprime. Or, Paoli, en défenseur de la liberté, ne peut que les soutenir, même si pour cela il doit jouer un véritable numéro d'équilibriste avec le roi George III dont il est l'hôte. Le général corse entretient ainsi des liens étroits avec notamment Thomas Jefferson, mais également avec beaucoup d'autres leaders américains. Pour ces derniers, il représente un symbole de démocratie et de liberté. De ce fait, pas étonnant que de nos jours il existe près de 9 villes américaines portant le nom de Paoli City, dont une en Pennsylvanie, bâtie sur le lieu même où un régiment de révolutionnaires américains furent massacrés par les Anglais, tout proche d'une taverne où trônait le portrait de Pascal Paoli. Malheureusement, les années passant, l'éloignement pèse de plus en plus sur l'ancien chef de la nation corse indépendante. Il se demande à présent qu'il est âgé de plus de 60 ans si un jour il reverra son île natale. Coup de théâtre, l'année 1789 lui redonne en ce sens de l'espoir. C'est ainsi que le 30 novembre de la même année, un décret de la toute nouvelle Assemblée constituante règle définitivement le sort de la Corse. Alors que Gênes espère toujours ramener l'île dans son giron, ce décret stipule non seulement que la Corse fait partie intégrante de la France, mais également qu'elle autorise le retour de tous les exilés. Une véritable aubaine pour Paoli qui ne se fait pas prier. Ainsi, en mars 1790, il annonce son départ au roi George III et prend le chemin du retour vers sa Corse bien-aimée. S'arrêtant à Paris, il y reçoit un accueil triomphal, que ce soit à l'Assemblée nationale ou bien dans les salons ou clubs révolutionnaires, notamment celui des Jacobins, présidé par un certain Robespierre. Il rencontre également le roi Louis XVI en personne, ainsi que Lafayette, qui a une grande estime pour lui. Pourtant, Paoli ne s'attarde que quelques semaines dans la capitale, il lui tarde en effet de retrouver son île natale. C'est chose faite à l'été 1790. Débarquant à Maginaggio, il est accueilli triomphalement par la population. Très ému, après 21 ans passés loin des siens, il ne peut s'empêcher de s'agenouiller afin d'embrasser le sol qu'il a vu naître. C'est ainsi que durant près de 3 ans, il va pleinement adhérer aux idées de la jeune République française, avec qui il estime partager les mêmes idéaux de liberté. Cependant, lorsque le régime va sombrer dans la terreur, il va peu à peu s'en éloigner, considérant là qu'il s'agit d'une dérive de la Révolution, doublée d'une trahison même aux idéaux des Lumières. Suite à l'échec de l'invasion de la Sardaigne, plaque tournante des Anglais en Méditerranée, le jeune Napoléon Bonaparte, que Paoli connaît bien et qui a participé à ce fiasco militaire, accuse le vieux général d'avoir sciemment saboté l'expédition. Lucien, le jeune frère de Napoléon, le crie sur tous les toits, notamment au sein du club patriotique de la ville de Toulon, appelant même à l'arrestation de Paoli. Pendant ce temps, à Paris, les têtes pensantes du gouvernement, mécontentes de cette débâcle,
ordonne aussitôt à Pauli de venir s'expliquer en personne. Celui-ci refuse catégoriquement de rejoindre la capitale, et pour cause, il sait très bien qu'étant accusé de trahison, il risque sa tête, au sens propre comme au sens figuré, face à un tribunal révolutionnaire peu enclin à la clémence. Il finit donc par se tourner vers l'ennemi de la France, la Grande-Bretagne, ravi de voir la Corse lui tendre les bras. Cependant, Pauli pose ses conditions. Il souhaite bien évidemment la protection britannique, mais en tant que l'île soit considérée comme une nation et non comme une colonie anglaise. Pour cela, un acte d'union va être signé en juin 1794, donnant naissance à l'éphémère royaume anglo-corse. Éphémère car il ne survivra que 2 petites années, la faute à la mésentente entre Pauli et le gouverneur choisi par Londres, un certain Sir Eliot. À l'automne 1795, n'ayant pas d'autre choix, il est contraint de nouveau à l'exil vers l'Angleterre. Les Britanniques, impopulaires en Corse, vont devoir bientôt plier bagages, et ce dès l'année suivante, laissant le champ libre aux Français. Cette fois-ci pour Pauli, il s'agit là d'un exil bien plus douloureux que le précédent, marqué entre autres par la maladie et la vieillesse. Désormais, il sait parfaitement qu'il ne reverra jamais plus sa patrie. Vivant retiré de la cour, il apprend avec une grande tristesse, en 1798, la destruction de sa maison natale, orchestrée par des opposants politiques sur l'île. Il meurt le 5 février 1807, à l'âge avancé de 81 ans, à Londres, d'une mauvaise grippe. Célibataire, n'ayant jamais eu d'enfant, il aura dédié toute sa vie à la défense de la liberté et à ses idéaux de tolérance. Par testament, il laisse une somme importante afin de fonder à Corté une université et à Morosaglia une école primaire. Enterré à Westminster, ses cendres sont transportées dans son village natal en 1889 dans le cadre du centenaire de la Révolution française. Un buste en son hommage dans la nef de l'abbaye londonienne témoigne encore de la haute estime dans laquelle il était tenu à l'époque outre-Manche. Jusqu'au bout, celui que l'on nomme en Corse le père de la patrie se tiendra au courant de tout ce qui touche de près ou de loin à sa patrie natale, prêtant une attention particulière à l'ascension fulgurante d'un jeune homme, originaire comme lui de l'île de Beauté, un certain Napoléon Bonaparte. Ai-je besoin de le citer? Mais cela est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner tout en sélectionnant la petite cloche pour ne pas rater la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire afin de me dire si vous connaissiez ce personnage relativement méconnu, qui pourtant est une véritable célébrité en Corse. En attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Hérodoc, la chaîne Histoire. À bientôt.